Et bonjour à vous, c'est Eol et on va pouvoir apprendre un nouveau département aujourd'hui, à savoir à l'Ardèche. Et je vous ai trouvé 5 histoires qui j'espère vous plaire. D'ailleurs, je vous propose qu'on attaque dès maintenant. Dans nos contrées, il n'est pas rare de retrouver des histoires de chevalerie, donnant lieu souvent à bien des situations. Pourtant, en parallèle, la religion allait souvent de pair avec nos grands gaillards en armure. Cette histoire en est un exemple assez intéressant. Il nous faudra bien sûr retourner au temps où le château de Rochemort n'était pas encore la ruine que l'on connaît de nos jours. Un temps où le seigneur de ces terres ne pouvait se sortir d'un violent conflit à l'encontre du seigneur de Cruas. Rien ne semblait les départager, ils étaient aussi doués qu'influents. Ainsi, de nombreux combats se livraient entre les deux royaumes, amenant bien souvent les seigneurs à croiser le fer entre eux, d'une telle intensité que les étincelles qui jaillissaient de leurs assauts pouvaient même éclairer les nuits les plus noires. Pourtant, le seigneur de Cruas vit une opportunité de régler la situation, passant par la traîtrise de 3 hommes de Rochemort qui se laissèrent acheter dans le seul but d'ouvrir les portes du château durant la nuit d'un dimanche. Ce fut la veille de la fête de Sainte-Marie qu'ils choisirent pour trahir leur maître. Cependant, ce dernier était quelqu'un d'exceptionnellement pieux, ne ratant jamais une occasion d'accomplir ses devoirs auprès du clergé. Durant la messe de minuit, par une nuit nuageuse, le seigneur de Rochemort fut donc appelé par les cieux, qui le convinrent de se rendre au sommet de la plus haute tour. Ce qu'il fit, et une fois en haut, la voix l'avertit de la traîtrise de ces hommes. Au même instant, la lune se dégagea un passage parmi les nuages et éclaira les félons ainsi que la présence d'une troupe d'armes hors des murs du château. L'alarme fut donnée, et à la tête des siens, le seigneur se lança à l'assaut des assaillants. Et la surprise se retourna contre les hommes de Cruas, qui se dispersèrent sous les coups de lance du sire de Rochemort. Quant aux 3 traîtres, ayant commis le péché de traîtrise, ils furent changés en pierre, à l'instant où ils avaient tourné leurs armes en direction de leur maître. Les rochers sont encore visibles au bord du Rhône. Quant au château, l'on sait ce qu'il devint aujourd'hui, car si le divin l'avait protégé de ses ennemis, il ne pouvait le protéger du temps qui passe, tout comme notre histoire qui s'achève ici. En d'autres temps, la France était divisée en bien des seigneuries, comme nous avons pu le voir dans l'histoire précédente. Sur le lieu de notre récit, on pouvait parler des Anduze, Bermont, Gilbert de Levis, Ventadour et autres seigneurs de la Voulte, dont les noms furent probablement oubliés. Mais notre histoire ne parlera pas d'eux bien évidemment. Laissons les seigneurs à leurs affaires et tournons-nous vers une dame simple, généreuse et particulièrement connue pour sa bonté. Le bonheur des autres faisait sa joie, et c'est avec entrain qu'elle allait en ville soulager les pauvres âmes. La dame de la Voulte, qui s'appelait Marguerite, se trouva être l'épouse d'Anne de Levis. Elle était d'ailleurs connue pour être une femme d'une fidélité hors du commun, qu'elle voit tant à son mari qu'à son peuple qu'elle entendait bien rendre heureux de son vivant. C'est ainsi que, comme dit au début de notre histoire, elle se rendit aussi souvent que possible dans les rues de la Voulte pour y dispenser ses bienfaits et fut tant appréciée qu'elle en était bien souvent accueillie par des acclamations de joie. Cependant, il y avait une ombre au tableau, car un intendant informa le duc de Ventadour que la gentillesse de sa dame avait pour conséquence de vider doucement les caisses de la trésorerie, et l'intendant hésita à l'informer d'une autre nouvelle. Mais le duc le pressa tant et si bien qu'il reconnut que Marguerite comptait se rendre une nuit auprès d'un homme pour lui vendre ses diamants et bijoux. Or, Anne de Levis ne pouvait laisser passer cela, et se posta en embuscade non loin du dit marchand. Sa femme fut bien au rendez-vous, un panier rempli de ses plus riches affaires. Le duc s'interposa alors, faisant pâlir de peur sa bonne dame, qui dut faire face aux questionnements de son époux. Ce dernier l'accompagna ensuite dans la nuit, tout en lui demandant ce qu'elle transportait. Marguerite avoua qu'il s'agissait d'un panier rempli de roses. Or, en plein mois de janvier, il était impossible de voir une seule fleur pousser. L'homme, impatient, finit par soulever le tissu. Puis, à sa grande surprise, et peut-être aussi celle de sa femme, il constata que le panier contenait bien des roses. Était-ce la vérité, ou bien quelque chose de plus divin ? Anne de Levis ne se posa plus de questions. Il ne fit d'ailleurs jamais plus obstacle à son épouse. Quant à sa richesse, nulle crainte, car elle finit par acquérir une fortune immense avec le temps.
Cette histoire n'est pas sans rappeler une autre histoire que nous avons pu voir durant notre voyage, car il sera là question de punition divine. Selon notre légende, une ville se tenait en lieu et place du lac d'Issarlès, une ville qui disparut d'un seul coup. Mais comme d'habitude, revenons d'abord au début de notre histoire. Un mendiant se présenta aux maisons en périphérie de la ville, dans les champs, et quémanda l'aumône en frappant aux portes. La première personne qui ouvrit prétendit ne rien avoir pour lui, mais consentit à lui donner 2 pommes de terre. La seconde maison, ce fut une femme qui l'accueillit et l'invita à attendre car il fallait faire cuire le pain. Cependant, le pauvre leur avoua que le pain était déjà cuit, à la grande surprise du mari qui ne l'avait pourtant pas encore enfourné. Ils offrirent un pain au mendiant tout en l'invitant. Ce dernier refusa et s'en alla après les avoir avertis d'un grand bruit futur. En chemin, il croisa des enfants et leur offrit le pain qu'il possédait. Mais la mère des petits prétexta que le pain venant d'un mendiant était sale, et les 2 morceaux finirent mangés par des cochons. D'ailleurs, cette même personne ne fut pas plus clémente avec lui quand le mendiant arriva à sa porte. À la suite de quoi, l'homme se tourna vers la ville et s'y dirigea. Mais aucune des portes auxquelles il frappa ne s'ouvrit sur de la compassion ou de la gentillesse. Il fut rabroué à chaque fois jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 logis. L'avant-dernière, on lui mentit ouvertement, prétextant n'avoir que du levain à donner alors qu'ils avaient du pain, et l'homme le savait très bien. Mais il repartit sans se faire prier, et à la dernière demeure, il croisa une femme en train de traire une chèvre. Une femme bonne, qui n'hésita pas à lui proposer tout le lait qu'elle put traire de l'animal. Mais le mendiant la rassura, il n'en voulait qu'un peu, et but le verre qu'elle lui proposa. Ce mendiant, vous l'aurez compris, n'en était pas un. Il n'était autre que le Fils de Dieu, venu déguisé, et comme il l'avait fait avec les habitants de la seconde demeure, d'où il était reparti avec le pain, il prévint la femme qu'un grand bruit allait se faire entendre et qu'elle ne devrait surtout pas regarder. Cela ne manqua pas, un grand bruit soudain arriva, et tous ceux qui avaient refusé l'aumône au saint homme furent entraînés sous terre, même la malheureuse dernière qui commit l'erreur de regarder. À la suite de quoi, le lac prit la place de la ville qui avait disparu du jour au lendemain, selon la légende. Comme d'habitude, difficile de passer par un département sans y trouver au moins une histoire de fantôme. Toujours ancrée dans le folklore, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Certains fantômes étaient maléfiques, tandis que d'autres ne sont que de pauvres âmes en peine. Le duc de Montmorency, un nom que nous avons déjà pu entendre et qui semble attirer bien des spectres, avait un ami, le marquis Desportes, qui fut tué par un coup d'arquebuse. Cela se passa en l'an 1628, durant l'assaut de Pouzin. Il fut un temps où un château se dressait dans les environs, mais il semble aujourd'hui disparu et peut-être que les guerres de religion courantes durant l'époque n'y sont sûrement pas étrangères. On dit que le château et la ville furent incendiés. Mais revenons à notre cher duc, qui n'était alors pas au courant de la mort de son ami, et dormait sous une tente. Ce fut à cet instant qu'un appel le réveilla. Il reconnut immédiatement la voix du marquis Desportes qui semblait lui dire tout simplement « Adieu ». Cependant, peu réceptif, il crut tout d'abord à un rêve, bien que malgré tout, cela l'omnibula durant toute la journée qui suivit, jusqu'au soir suivant. Fatigué de son labeur dans les tranchées, le duc s'endormit facilement, mais fut à nouveau réveillé. La voix du marquis Desportes venait à nouveau se faire entendre à son oreille, afin de lui dire adieu. Montmorency fit alors le rapprochement, et envoya presque aussitôt des hommes se renseigner sur l'état de santé de son ami. À leur retour, la nouvelle tomba comme un coup près. Le marquis Desportes était mort, il y avait de cela 2 jours. Nouvelle qui prit par surprise le duc de Montmorency, réalisant que son ami était bien venu lui dire au revoir. Car il se l'était promis, le jour où l'un quittera son corps, il s'en viendra faire ses adieux à l'autre. Cette promesse fut d'ailleurs faite après qu'ils aient entendu le philosophe Pitart discourir sur le principe de séparation de l'âme avec le corps. Et je vous laisse, comme d'habitude, libre de juger de la véracité de ce genre de faits, car en ce monde, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Ma seule croyance, en revanche, me porte à penser qu'une autre histoire nous attend dès à présent. Ah, un nouveau pont du diable. Je dois admettre que j'apprécie beaucoup lorsque durant mes recherches, je parviens à en trouver un nouveau. Car ils sont nombreux en France, et c'est peu de le dire. Pourtant, si dans la majorité des légendes, le pont se trouve être construit par le diable, il n'en est rien pour ce dernier, qui se trouve en contrebas du village de
Tuette, excusez-moi. Car il semblerait que pour une fois, le pont en question n'ait pas été construit par le malin dans la légende. Car oui, comme souvent, les ponts du diable sont le fruit d'un marché avec des humains. Le diable promet un pont en échange de l'âme de la première personne qui posera un pied dessus. C'est souvent cette partie de la légende qui demeure inchangée. Et pourtant, dans notre cas précis, le pont du diable de Tuette a simplement été possédé par le diable, et donc ce dernier ne semble pas en avoir posé une seule pierre. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'en profite pas pour tourmenter les humains. La légende nous raconte qu'il se servait de ce pont pour exercer une emprise, une tentation qui a amené les jeunes hommes et femmes des coins alentours à se retrouver sur le pont pour y échanger leur affection. Mais au-delà du cadre romantique, c'était avant tout un piège, dans lequel se jetaient les amourachés imprudents qui bien souvent finissaient alors en contrebas du gouffre, où le diable en profitait pour y récolter leurs âmes. Il est dit aussi que bien inconscient est celui qui se penchera un peu trop sur son rebord, car il pourra alors entendre les cris et les pleurs de toutes ces pauvres âmes piégées à tout jamais par le diable, dans un enfer bien moins romantique. Mais rassurez-vous mes amis, vous pouvez bien poser le pied sur le pont du diable de Tuette, car le diable n'y est plus depuis bien longtemps. Peut-être même n'y a-t-il jamais été, et cette histoire était juste là pour appeler à la méfiance face au danger d'une chute. Qui sait encore combien d'autres ponts du diable verrons-nous, mais une chose est sûre, si les histoires peuvent se ressembler à ce sujet, elles sont toujours différentes, et c'est en cela que les légendes des ponts du diable sont toujours uniques à leur manière. Et voilà qui met fin à cette série de légendes dans l'Ardèche. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous aurez passé un bon moment. Alors pour les prochaines semaines, ça va être un peu compliqué. J'avoue que comme je vais partir en vacances, je vais pas pouvoir faire autant de vidéos que prévu, donc je vais essayer de faire quelques vidéos que je vais programmer. Mais d'ici à ce qu'on attaque un nouveau département, il faudra attendre au moins mi-juillet. Voilà, c'était pour vous tenir au courant. J'ajoute aussi, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire, du coup le Fabularium, qui est actif actuellement. Vous pourrez y retrouver principalement des let's play de jeux pour vous faire découvrir des petites histoires comme ça qui sont sympathiques. Allez, sur ce, du coup je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos.